Bonjour à vous tous, ici Guylaine Beauchemin pour l'émission Le goût du risque. Dès la 4e année, à l'élémentaire, mon invité faisait rire de lui. Pourquoi? À cause de ses vêtements rudimentaires, venant d'une famille plus pauvre, et aussi à cause de son apparence. Il souffrait énormément du fait que les gens, ses amis, riaient de lui. Un jour, il décida de se reprendre en main et dire « Non, c'est assez, plus personne va rire de moi. Tout le monde rira avec moi. » C'est ainsi qu'il décida d'être le bout en train de la classe et faisait rire tous les gens qui l'entouraient. Aujourd'hui, il est comédien, humoriste, producteur, metteur en scène, conférencier. Il est un homme, un artiste accompli. Je vous le présente, Sylvain Bergeron. Eh bien, aujourd'hui, on a un super invité qui s'appelle Sylvain Bergeron, comme je vous disais au tout début de l'émission. Et je voulais te remercier, d'une part, Sylvain, de me permettre de faire une entrevue avec toi parce que tu es un homme qui est inspirant, tu as un beau parcours qui est derrière toi, puis je suis convaincue que le parcours devant toi, il est aussi beau, et sinon plus. Alors, écoute Sylvain, comment est-ce que toi, t'as décidé justement de vivre le côté artistique? Est-ce que dans ta famille, il y avait au départ des gens qui étaient dans le milieu artistique puis qui t'a permis d'aller vers ce chemin-là? Ou c'est toi qui as décidé un jour, ben moi c'est ça que je veux faire dans la vie, je vais être un comédien, je vais être un artiste en soi, sur scène, la scène m'habite, je dois être là. Comment ça s'est passé pour toi un peu? Bien, en fait, merci Guylaine de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir. C'est tout un honneur. Écoute, moi, je suis le 7e d'une famille de 7. Et... Le 7, on dit que c'est les 7 chanceux? Ah, ah, c'est ça. Donc, et dans ma famille, non, ni mes parents, ni dans ma famille, mes soeurs et frères, ni dans ma famille autour, personne n'était vraiment artiste. Par contre, ma mère me disait que quand j'avais 5 ans et je regardais la télé, quand il y avait les annonces, pas les émissions, les annonces publicitaires, je disais, maman, maman, je vais être là, moi, plus tard. Je vais être là. Elle disait, ben oui, ben oui, ben oui. Bon. Donc, peut-être que effectivement, c'est né de longue date, effectivement. Et c'est plus à l'adolescence où ce que j'ai... Ben, en fait, c'est sûr que je dirais qu'en 4e année, ma vie a un petit peu changé aussi. Euh, Étant dans une famille de 7 enfants, on n'était pas très riches. J'étais blanc. Je bronzais, mais pratiquement pas du tout. Je devenais rouge. Je plumais. Je devenais blanc et c'était comme ça. Donc, quand j'étais jeune, j'ai fait rire de moi parce que j'étais maigre, blanc et peut-être pas si bien habillé. Donc, l'idée, c'était comme ça. Et en 4e année, j'ai pris une décision que les gens continueraient à rire de moi, mais à cause de moi, à cause de ce que je ferais. Et j'avais une prof qui était un peu particulière, je dirais, et j'ai commencé à l'imiter. Pardon. Et puis, les gens, ils trouvaient que je l'imitais bien, puis ils riaient, puis bon. Et finalement, de fil en aiguille, même si j'étais une personne très sage en classe, il reste que j'ai commencé à faire rire euh, les autres de ma classe. Et comme ça, je me sentais que s'ils riaient de moi, ils étaient déjà 2e, parce que moi, je les avais fait rire avant. Et je pense que ça a changé aussi la trajectoire de ma vie. À l'adolescence, effectivement, je voulais devenir comédien. Et puis, au cégep, quand c'était le choix, au secondaire, quand c'était le choix des carrières, je voulais être comédien. Mais c'est sûr que l'orienteur me disait,
Il n'y a pas de futur là-dedans, il n'y a pas de débouché. Mais tu peux le devenir, mais il n'y a pas de débouché. Et puis pour mon père, mais c'était la catastrophe parce que tu peux pas être comme tout le monde, prendre un métier, ça c'est pas un métier. Si tu veux manger du beurre d'arachide toute ta vie, deviens comédien. Et moi je disais à mon père, parce que j'étais un petit peu rebelle, ben justement, j'aime ça le beurre de peanut. Fait que c'est ça que je vais faire. Et bon, il m'a quand même dit qu'il m'envoyerait à une maison de réforme, que j'avais besoin de discipline, que finalement, en garçon sage, j'ai choisi l'informatique au cégep. Mais après un mois, je savais déjà que je préférais être dans l'écran que devant un écran. Donc, la seule chose qui me restait pour finir ma session, c'était de trouver quelqu'un qui était excellent en informatique, copier sur lui, c'est ce que j'ai fait. Et puis, finalement, ben, après ma première année de cégep, j'ai changé de cégep et j'ai pris tous des cours qui étaient de théâtre. Ça Et t'interpellait totalement. ah oui, totalement, C'était totalement, comme, c'était. dis-moi, est-ce que c'était comme ta mission, tu savais, c'était ta mission profonde que fallait que tu fasses dans la vie? Y avait-tu un appel Ben, il y total? avait un appel, je dirais pas une mission, mais je dirais appel en tout cas. Je voulais faire ça. Donc, j'ai commencé, et puis, bon, la première année de cégep, j'ai pris tous les cours en théâtre et tout ça, communication orale et tout ça. Et puis, l'année d'après, j'ai été recruté par la Théâtre ZIP de Trois-Rivières. Et toute l'année du cégep, dans le fond, la deuxième année que j'étais à Trois-Rivières, j'ai fait le Théâtre ZIP. Et pendant ce temps-là, j'ai passé aussi toutes les auditions pour les... j'ai été repêché pour le Conservatoire d'art dramatique de Québec. Et j'étais allé en stage, j'étais en même temps que Guy Jodoin. Et puis, c'était vraiment toute une aventure. Mais moi, en fait, j'ai commencé ma carrière à 17 ans, juste comme humoriste. Et ça a commencé quand même assez rapidement, justement parce que j'avais continué à faire rire mes amis, puis à un moment donné, j'en ai fait un spectacle. Au début à deux avec une autre personne, puis après ça seul. Et Donc, dis-moi, tu étais quelqu'un de très créatif à ce moment-là. Tu avais des idées plein la tête, puis tu étais capable de prendre toutes ces idées-là et les mettre en structure pour monter un spectacle. oui, pour moi, c'était simple, c'était pas compliqué. C'était comme ça. Oui, c'est sûr qu'il y avait un côté créatif, bien sûr, qui était là, c'est clair. Et puis, mais de fil en aiguille, euh, mon, mon spectacle m'emmenait à Juste pour rire. Donc, et puis c'était dans ce temps-là, au Club Soda, l'ancien Club Soda. Et en fait, lorsque j'ai fait mon audition, ils m'ont dit, OK, c'est sûr qu'on te prend et on veut t'avoir à l'école. Mais j'ai refusé pour une raison très simple, c'est que quelques mois auparavant, il y a une troupe de théâtre qui m'a vu, qui m'a vu en spectacle. Et le directeur de la troupe m'a dit, tu as toutes les qualités requises pour un comédien qu'on cherche pour notre troupe et on t'engage. Alors, j'ai pas fait le conservatoire finalement. Je suis parti en tournée et j'ai été avec cette troupe pendant 12 ans de tournée. Oh là là, wow! Fait qu'en fait, ton conservatoire, tu l'as fait par l'expérience. Exact, parce que finalement, je ne l'ai jamais commencé. J'ai fait le stage, puis je suis parti en tournée. Et puis, je suis allé tout de suite à l'Union des artistes parce que c'était une troupe professionnelle.
Au théâtre, ça prenait 200 représentations pour avoir tous nos crédits pour devenir comédien officiellement. Et je l'ai fait en 1 an. Donc, après 1 an, j'étais béni. Après 1 an, j'étais déjà comédien professionnel et tout ça. Et puis, finalement, de fil en aiguille, plein de choses se sont passées parce que oui, j'ai fait de la mise en scène pour tout ce qui est sur scène, en fait, du théâtre médiéval, du théâtre d'ombre, du théâtre de marionnette géante, de tout, en fait. Même des danseurs, des chanteurs qui m'ont demandé que j'ai fait des trucs pour eux, mais comme ça, parce que c'était correct. Et à un moment donné, pendant que j'étais dans la troupe de théâtre, j'ai aussi démarré une maison de doublage avec un ami à moi qui s'appelle Laurent Leclerc, qui était aussi un comédien qui a joué avec moi dans une des tournées. On s'est liés d'amitié et on a parti ensemble Vox Mundo, qui était une compagnie de doublage multilingue. Au début, c'était seulement le français, mais après ça, ça a devenu multilingue. On a fait vraiment dans toutes les langues. Et c'était vraiment passionnant. On était la seule en Amérique du Nord à faire ça en multilingue. Donc, ça a été super. En même temps, je continuais ma carrière de comédien et de metteur en scène, directeur artistique. Et puis, à un moment donné, lorsqu'il y a eu... j'étais impliqué avec des conférenciers parce que depuis les années 90, je suis un amateur de développement personnel. J'ai lu énormément de livres parce que je lisais systématiquement un livre par mois. Bon, il y en a qui lisent ça en 1 semaine, mais moi, je suis capable de lire un livre en 1 semaine, mais systématiquement, je lisais un livre par mois en développement personnel. Et à un moment donné, mais à chaque fois que je lisais un livre qui me passionnait vraiment, je voulais aller voir la personne en conférence, l'auteur. Alors, j'ai vu des conférences un peu partout, même aux États-Unis, au Canada, un peu partout, parce que ça m'attirait énormément. Et souvent, je ne sais pas pourquoi, mon côté directeur artistique, des fois, je voyais des conférences, je me disais, il me semble, il est bon, mais il serait meilleur s'il ferait ça comme ça ou comme ça. Mais sans plus, bon, qui j'étais, moi, pour dire quelque chose par rapport à ça. Donc, je me suis tais, mais c'était là quand même. Et moi, j'ai 2 côtés. J'ai un côté artistique et un côté entrepreneur. Exactement, j'ai commencé ma carrière d'humoriste à 17 ans, comme j'ai commencé ma première entreprise à 17 ans. Parce que je ne savais pas que ça prenait 18 ans. Mais bon, c'était comme ça. En fait, j'étais producteur de spectacles. Donc, Prospectar, qui était ma compagnie de production. Et puis, à 17 ans. Et dans les années 90, j'ai parti une compagnie en marketing et qui a connu du succès suffisamment pour qu'il y a des gens qui me disent « Écoute, Sylvain, tu dois expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as eu ton succès. » Et j'ai commencé à donner des conférences. Première conférence, je crois, officielle, c'était 1995. Et puis, j'ai fait ça jusqu'en 2000-2001 peut-être. En 2000-2001, je ne suis pas sûr exactement de quand est-ce que j'ai arrêté. Mais je savais que c'est pas ça que je voulais faire dans ma vie. Mais je savais que j'avais de l'impact, par contre. Donc, tu es en train de me dire que tu savais que être conférencier, c'était pas nécessairement ça qui était ta passion première. Exact. Mais c'était toi, est-ce que c'est plus la personne qui est derrière? Tout à fait. Exact. Donc, le côté... mais j'aimais ça, oui, mais à un moment donné, je me voyais pas faire ça toute ma vie ou pas nécessairement. Même chose avec comédien. Je me voyais pas faire ça toute ma vie, comédien. Est-ce que tu es plus une personne d'entrepreneurial à ce moment-là? Est-ce que tu es plus le côté, toi, de, oui, diriger peut-être une troupe, faire la mise en scène, faire tout le côté de direction artistique à ce niveau-là, mais le côté entrepreneurial vient te chercher énormément parce que là, tu peux amener ton affaire, tes entreprises dans ta vision que tu veux. C'est peut-être ce côté-là que tu aimes beaucoup? J'ai les 2 côtés, effectivement.
les affaires et le domaine artistique, pour moi, c'est l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi. Il y a des gens qui sont très artistes, ils n'ont pas la bosse des affaires, des gens qui sont très en affaires, mais qui ne sont pas artistes du tout. Mais moi, c'est quelque chose. Je n'étais pas bon en chiffres, mais en affaires, pour moi, les chiffres, ils viennent tout seuls. Mais en mathématiques, j'étais pourri vraiment. Je m'organisais. Je mettais tous les efforts possibles pour passer juste. Mais et c'est ça. Donc, à un moment donné, il y a j'ai vu un conférencier aux États-Unis et c'était une bête de scène. C'était vraiment une conférence vraiment wow. Et quand je l'ai vu, j'étais assis le premier sur la première rangée et je suis tout de suite allé voir après sa conférence. Je suis allé le féliciter. Ah, David, you're amazing. Mais pour la première fois, il y a quelque chose qui a sorti de ma bouche qui ne sortait pas habituellement. Que je lui ai dit, écoute David, c'est vraiment wow, une des meilleures conférences que j'ai vues de ma vie. Même s'il y avait des petites choses, c'était wow. Et lui, il m'a dit, c'est quoi les petites choses? Ah, il était ouvert à t'entendre. Puis moi, j'étais tout gêné parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient après lui, parce que c'était la fin de sa conférence, c'était excellent. Donc, je dis, non, oublie les petites choses, regarde, je te l'ai dit, c'est une des meilleures conférences. Il me dit, non, non, t'es-tu ici à l'hôtel? Je dis, oui, je suis encore ici à l'hôtel pour une semaine. Alors, il me dit, OK, ce soir, je te paye un drink si tu me dis les petites choses. Je dis, OK. Et finalement, on a passé pratiquement la semaine, les soirs, on se voyait. Peut-être pas tous les soirs, mais selon notre horaire, on s'est vu à plusieurs reprises. Et puis, mais pendant toute la semaine, j'ai entendu quelqu'un me dire que je ne connaissais pas. Et dans ce temps-là, je baragouinais l'anglais en plus. Quelqu'un me dit, hey, c'est bon ce que tu me dis. J'ai jamais entendu ça, mais où tu as pris ça? Ben, c'est mon expérience de comédien, de metteur en scène, de directeur artistique, tout ça. Et j'ai donné aussi des conférences pendant 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et il m'a dit, écoute, je te dis, je vais essayer ça, c'est bon. Alors moi, quand je suis revenu ici au Québec, ben, j'ai dit à mes amis conférenciers que je connaissais, mais peut-être je peux vous aider. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Ben, personne ne m'a appelé. Jusqu'à ce qu'un conférencier m'appelle. Bon, peut-être qu'il m'a appelé parce qu'il était dans zone brune, mais il m'a appelé parce qu'il m'a dit, écoute, j'ai une conférence qui dure 1h15, comme que tu sais, parce que je le connaissais déjà. On me demande de remplacer Dennis Waitley au Palais des Congrès. Et Dennis Waitley, c'est lui qui a écrit Attitude de gagnant. Donc, j'ai beaucoup de pression et en plus, ils veulent que je fasse 35 minutes. Est-ce que tu peux m'aider? Je dis, ah oui, c'est sûr. Il dit, ah oui, t'es sûr? Sûr. Sûr. Je dis, OK, combien tu me charges? Ah, je ne sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Elle dit, là, je comprends pas, là. Tu me dis que tu peux faire ça, mais tu ne sais pas combien parce que ça va être la première fois que tu fais ça. C'est bon. Oui, c'était bon. Je dis oui, exactement, mais écoute, bon, relax avec ça. Viens chez nous. On va prendre 1 heure ensemble. Si après 1 heure, tu penses que j'y arrive pas, je te charge rien, puis fais ce que tu as à faire. Et puis, il me dit, ben oui, parce que j'ai le chèque de dépôt dans mes poches et je comptais aller le porter parce que je me sens que je ne pourrais pas y arriver. Je dis, écoute, fais jamais ça parce que tu vas perdre ton nom avant même de l'avoir vraiment. Même s'il y avait déjà un nom, c'est quelqu'un qui avait quand même écrit un livre et tout. Mais je dis, tu ne peux pas faire ça, c'est sûr. Tu vas perdre ton nom. Déjà, Dennis Waitley était malade, c'est pour ça que tu l'as remplacé. Tu ne peux pas dire caler malade, comme on dit, en même temps. Donc, il me dit, OK. Finalement, on se rend compte, ça fonctionne. On s'en va faire le test de son au Palais des Congrès. Et finalement, ils lui disent, non, tu n'as pas 35, tu as 28. Parce que c'est le vice-président qui parle après toi, tout le monde est sidulé. Tu ne peux pas dépasser 30, c'est sûr, certain, ton 35, oublie-les. Là. Donc, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On a tout coupé. Non, il y en a encore à arranger. Finalement, on a arrangé ça, mais c'est sûr que pour lui, dans sa tête, il y avait sa conférence de 75 minutes. Donc, on a pratiqué pour vraiment créer des ancrages différents pour qu'il puisse décoller. Et lui, il écrivait ses textes. Je dis, non, on n'écrit plus de textes, là, c'est des bullet points, des points idées que j'ai créés. Juste des points pour vraiment que ce soit plus facile et tout ça. Et mais ça a super fonctionné tellement que
quelques jours plus tard, lorsqu'il a fait sa conférence devant 1100 personnes, ça a été ovation debout. Et c'était la première fois qu'il vivait ça. Il m'a dit, écoute, Sylvain, tu peux pas partir, il faut que je te garde avec moi. Donc, on a collaboré ensemble pendant un bon 2 ans, 2 ans et demi ensemble, certains. Et puis, il a une super carrière aujourd'hui. Il gagne très, très, très bien sa vie. Et ben, c'était super. Puis c'est à partir de là que ton entreprise s'est créée au niveau de Pas tout de ton suite. entreprise de conférencier? Pas tout de suite. En fait, j'ai créé en 2010 euh, Top Conférencier, Top Speakers, qui était une firme de conférenciers. On vendait des conférences à travers des conférenciers. Et puis, je l'ai parti seul pendant 1 an, mais je me cherchais quelqu'un au niveau administratif, quelqu'un qui est bon en gestion et tout ça. Puis, j'avais connu quelqu'un justement à CEO Space en Californie. C'est là que j'avais vu David Tyerman. Et on avait eu une bonne connexion, donc j'ai rappelé Isabelle. Et puis finalement, elle me dit, OK, mais viens me voir, c'est peut-être un bon timing pour moi, on va voir. Et elle relevait d'un gros accident. Donc, elle m'a dit, écoute, je ne pourrais pas être à temps plein là pour l'instant, mais tranquillement, je vais aller avec toi. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et puis bon, on a eu une agence de conférenciers, on a représenté 40 conférenciers. On les vendait au Canada, aux États-Unis, puis en Europe. Ben, c'est sûr que c'était quand même pas facile parce que te faire connaître dans 3 endroits différents avec des conférenciers d'ici et d'ailleurs. On avait des conférenciers américains, européens et canadiens, bien sûr. Et on essayait de les vendre dans ces 3 marchés-là. Donc, on a travaillé très, 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 très fort. Mais à un moment donné, ma partenaire n'était pas sur son X. Et il me dit, Sylvain, moi, c'est comme, je vais te vendre ma part, puis non. Moi, de mon côté, je dis, non, non, c'est impossible parce qu'on travaille les deux vraiment comme des fous. Pratiquement 80 heures semaine chacun. Je ne pourrais pas y arriver seul, c'est sûr, je le sais déjà. Alors, j'ai décidé de fermer l'entreprise. Après ça, j'ai pris un mois sabbatique et finalement, après ça, j'ai parti l'art de la conférence. Donc, depuis 2010 que je coach des conférenciers, bien sûr, j'ai commencé avec l'agence. 2014, j'ai commencé à faire des tests en groupe. Et en 2015, je partais les groupes officiellement, donc mes cohortes, qui sont maximum 8 personnes, que je suis pendant 10 semaines. Ils sont avec moi pendant 10 semaines. Et après ça, on fait une conférence grand public. Et la première cohorte, ils étaient 9, parce qu'au début, c'était 10 dans ma tête. Et finalement, ils étaient 9. Mais maintenant, j'ai réduit à 8. Parce qu'à 9, ça a été très bien pour eux, mais pour moi, j'étais un petit peu trop fatigué. C'était peut-être un peu trop. Ça demande beaucoup nécessairement. Écoute, Oui. moi, en résumé, parce que l'émission elle achève. Elle est presque Oui, terminée. Ça va vite. On pourrait parler des heures avec toi parce que c'est passionnant de t'entendre. Ton histoire, c'est une histoire très inspirante que tu nous parles. Et puis là, à l'heure actuelle, oui, aujourd'hui, tu as justement une école. C'est une académie. Comment est-ce qu'on peut appeler exact. ça? L'Académie de l'art de la C'est conférence, oui, l'Académie de l'art de la conférence. Alors exact. là, tu viens en aide à plusieurs personnes qui sont déjà conférenciers ou des gens qui veulent devenir conférenciers. La plupart des gens qui font l'académie, ce ne sont pas des conférenciers. Les conférenciers professionnels ou les conférenciers semi-professionnels, souvent, ils vont prendre du coaching individuel avec moi. Pour l'école, mais des fois, il y en a aussi qui ont commencé à donner des conférences quand même et qui vont décider aussi quand même de faire l'école. La synergie de groupe, elle est, mais fantastique. Et c'est exactement du coaching individuel, mais en groupe. Parce que je crois qu'on doit absolument coacher avec l'essence des gens. Si on est unique, et on l'est, en étant unique, et je me base sur ça, sur l'unicité des gens. Donc, chaque personne est coachée différemment, même si on a l'issue dans le même groupe, quoi. Donc, et oui, ça crée vraiment une belle aura. Et là, ben, on lance l'art de la conférence sur la rive sud de Montréal, parce que maintenant on est à Montréal, mais à l'automne, on lance sur la rive sud. On lance cet automne l'art de la conférence ado. Donc, des jeunes qui devraient prendre la parole et amener ça à un autre niveau. Donc, et aussi,
Notre dernière expansion, c'est que je pars pour l'Algérie. On va ouvrir l'école au Maghreb, donc en Algérie, lors de la conférence en Algérie. Et ça s'en vient pour 2017, 5 nouveaux pays qui voudraient avoir ça. Donc, ouais, c'est... Écoute, c'est totalement magique. Et où est-ce que tu prends tout ce temps-là pour toi, pour vivre ta vie personnelle et tout? Ben en fait, ma vie personnelle, c'est aussi ma vie professionnelle parce que c'est l'extension de qui je suis. C'est ton essence. Ah oui, oui, Et voilà. c'est clair. Je suis totalement sur mon X. Comme souvent je dis, vous pouvez pas avoir mon X par terre parce que je marche dessus. Constamment. Donc, il est toujours en dessous de mon pied. Donc, oui, non, c'est ça. Puis, ben oui, c'est quelque chose que je pensais pas que c'était pour prendre cette ampleur-là, mais pas du tout. Je voulais seulement faire ça parce que j'adore ça. Pour toi, dernier point, est-ce que c'est un risque pour toi de justement de terminer une chose, d'en partir une autre, de créer, d'amener tes idées à la création, en fait? Est-ce que tu as un goût du risque à l'intérieur de toi qui est très prononcé pour dire je me lance et puis advienne que pourra? Exact. Oui, non, c'est sûr, je me lance même si je sais pas ce qu'il va y avoir au bout. Et je disais justement à quelqu'un, et elle me disait, oui, mais si toutefois, ça fonctionne pas dans les autres pays, mais on l'aura essayé, c'est tout. Mais en fait, effectivement, le goût de se lancer est 10 fois plus fort que la pensée qu'il y a un échec. Et de toute façon, on a tous des échecs. Et l'échec est un tremplin pour le succès pour moi. Donc, j'ai connu des échecs, c'est clair. Mais à chaque fois, c'est seulement le tremplin qui te permet de... C'est intimement relié. Il n'y a pas de succès sans échec. C'est normal d'échouer. Euh, et tout simplement, si on tient bon, effectivement, on peut connaître du succès. Puis le succès aussi, c'est relatif. Un succès pour moi, c'est pour un autre, c'est bon, bien ordinaire. Et pour d'autres, c'est la grande chose, quoi. Donc, l'important, je pense, c'est être bien avec soi-même, être aligné sur ce qu'on aime, sur notre passion, être déterminé à tout faire ce qu'il faut pour rester aligné. Et effectivement, les choses arrivent. Merci beaucoup, Sylvain, de ton intervention, de ton beau témoignage, en fait, et de tes bons mots par rapport justement au goût du risque pour justement amener justement certains points à nos auditeurs qui puissent prendre ces points-là et les intégrer en soi pour continuer à sortir de leur zone de confort. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Guylaine. Merci. À plus. À bientôt. Bye bye.